S'il y a bien un truc propre au manga et animé, c'est ces persos qui hurlent le nom de leurs attaques avant de tout détruire. Chaque héros ou presque a son move signature, celui qui le rend unique et emblématique. Mais quelles sont les attaques les plus iconiques de toute l'histoire du manga et de l'animation? C'est la question que je vous ai posée sur l'onglet communauté de YouTube. Vous avez voté, liké et après avoir trié vos réponses, on tient enfin le classement ultime. Les attaques d'animé les plus cultes selon vous. C'est parti. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va commenter ensemble les 13 attaques de manga et d'animé les plus cultes, les plus iconiques selon vous. Et oui, c'est vous qui avez voté. Pourquoi un top 13 ? Parce que ça sonne bien et j'avais franchement la flemme de faire un top 50. Oui. Alors je préviens, certains éléments de cette vidéo risquent de faire polémique. Et je vous préviens, c'est pas la peine de m'insulter moi, je suis en rien responsable de ce qui va se passer. C'est vous qui avez choisi. Ah oui. Numéro 13, Hall of Darkness nous dit l'écriture rapide de Light dans le Death Note avec les grands gestes et tout. Alors, ce cher Halls of Darkness fait bien entendu référence à la célèbre scène où Light Yagami aka Kira exécute des criminels à l'appel en écrivant dans son Death Note, sur une musique épique avec de grands gestes exagérément stylés, comme les japonais savent le faire. Ils ont quand même réussi à faire un mec qui écrit et à le rendre badass. Bon, juste après, ils vont trop loin avec le délire de la chips là. Puis je prends une chips que je mange. Non mais là le gars il mange juste une chips, à un moment donné faut se calmer. Par contre, peut-on réellement considérer qu'écrire dans le Death Note c'est une attaque? Il ne l'utilise pas vraiment en combat, il crie pas le nom de son attaque non plus. Dans l'animé, en vrai, s'il n'y avait pas toute cette mise en scène et cette musique épique... Eh ben ce serait grave chiant hein. Personnellement, la scène est culte, et l'attaque, si c'en est bien une, un peu moins. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui choisis, c'est vous. Oui, je vais le répéter assez souvent dans cette vidéo parce que je veux pas être responsable. Numéro 12, The Imalix nous dit Majin-Ku qui met les 3 coups derrière la tête de Goma. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé de Dragon Ball Daima sur cette chaîne dernièrement pour pas trop épiloguer, hein. Vous savez sans doute que j'ai absolument détesté Dragon Ball Daima, je pense personnellement que c'est la pire chose qui est arrivée à la licence depuis Dragon Ball Evolution. Mais je sais que c'est ça que vous aimez me voir salé, vous aimez me voir aigri rien qu'à évoquer Dragon Ball Daima, parce que vous êtes des sadiques. Bon, Daima offre son lot de nouveaux persos inutilement nuls à chier, comme par exemple Majin-Q et Majin-Du. En vrai, ils auraient pu rajouter Majin-Pu, là ça aurait été un classique, je vous laisse le temps de comprendre la blague. Et ça aurait très bien résumé la série en plus. Mais bizarrement, contrairement à Super ou GT, ça n'a pas inventé de nouvelles attaques. On a dû se contenter du Kamehameha, du Garrigun, du Makenko Sapo. Bref, pas très créatif à ce niveau-là. Donc, à la limite, les 3 coups derrière la nuque de Goma, bah on peut considérer ça comme une attaque, tellement on n'a rien de nouveau à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Putain, qu'est-ce que c'était naze quand même. Numéro 11, nous avons Nicolas qui nous dit Trempette de Magikarp. Merci d'obliger le chef à traiter cette attaque de légende. C'est pas facile. On connaît tous Magikarp, ce Pokémon à la dégaine de gros poissons rouges qui ne sert à rien, qui possède pour seule et unique attaque l'attaque Trempette, qui ne fait ni dégâts et qui n'a même pas un petit effet spécial, que ce soit dans les jeux Pokémon ou dans l'animé. L'attaque consiste en un Magikarp qui gigote en dehors de l'eau comme un poisson normal en fait. Dans la première saison, James de la Team Rocket en chope un et se rend compte assez vite de son inutilité, et il semblerait que depuis les Magikarp reviennent régulièrement dans l'animé en guise de gag. C'est probablement l'attaque la plus inutile de l'histoire, ce qui en fait dans un sens une attaque culte, donc ça passe à peu près, même si personnellement j'aurais plutôt considéré comme une attaque culte de Pokémon, ou plus largement une attaque culte de jeux vidéo. Mais Pokémon c'est aussi une licence animée et manga, donc bah ça passe finalement alors. Ouais. Numéro 10, Darshraven nous dit la technique de l'Okuto de cuisine. Là par contre, nous sommes face à un cas intéressant. Déjà parce que c'est toujours une bonne chose d'évoquer Hokuto no Ken, et ensuite parce que c'est une œuvre qu'on peut aborder de 2 angles différents. Soit on choisit de parler de Hokuto no Ken, le manga et l'animé, créé par Buronson et Tetsuo Hara, œuvre cultissimement culte pour son approche notamment du combat et de la violence. Soit on parle de Ken le Survivant, l'adaptation française au doublage nanardesque du Club Dorothée. Alors tout le monde sait aujourd'hui pourquoi le doublage français était aussi foireux, par manque de budget déjà, et aussi pour aseptiser l'ultra-violence de la série.
Mais malgré ces deux versions radicalement différentes, il y a une chose qui reste immuable. Les attaques de Kenshiro sont incroyablement incroyables. Le Hokuto Shinken, le point de l'étoile du Nord, art martial qui repose sur la pression des points vitaux pour agir sur le corps, que ce soit pour le soigner ou le détruire. Et évidemment, Kenshiro choisit plus souvent la seconde option, on a capté. Kenshiro, c'est des cris de Bruce Lee et des bourre-pifs qui virevoltent à 100 à l'heure pour faire éclater des crânes de punk à chien. Juste écoute ça là. Oh, ça me détend, ça me fait du bien. C'est presque de l'ASMR pour moi. Oui. Et c'est aussi cette réplique culte, aussi bien en japonais qu'en français. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah. Sans déconner, on a fait plus badass comme réplique? Je suis pas sûr. Numéro 9, Auguste nous dit comment ne pas citer le Getsuga Tensho, Bleach. En tout cas, on ne serait pas au courant que ça vient de Bleach. Et oui, je suis aussi étonné de vous de voir le Getsuga Tensho, attaque iconique d'Ichigo Kurosaki, aussitôt dans le classement. Mais encore une fois, c'est pas moi qui vote, c'est vous. Le Getsuga Tensho, lune perçante du ciel, est une attaque où Ichigo condense son énergie spirituelle dans son Zanpakuto, avant de la relâcher en une énorme lame d'énergie tranchante. En gros, un slash d'énergie ultra violent qui découpe tout sur son passage. Alors oui, c'est le signature move d'un des héros du Big Three. Oui, c'est une attaque qui a 2-3 variations stylées, notamment le Mugetsu Getsuga Tensho face à Aizen qui pète la classe de ouf, mais... J'ai quand même un peu l'impression que cette attaque est culte un petit peu par défaut, parce qu'à bien y regarder, le Ichigo, il a pas tant que ça d'éventail de techniques. C'est l'attaque culte parce qu'un peu, c'est la seule qu'il a en fait. Et me sort pas le Thousand Year Blood War, même avec ses deux nouveaux Zanpakuto, son attaque c'est la même, avec un petit slash en plus au lieu d'un. Luffy, Naruto, Goku, ils maîtrisent plusieurs techniques, du coup leur signature move fétiche, c'est vraiment leur signature move fétiche, tu vois ce que je veux dire? C'est leur attaque culte. Alors que Ichigo, vu qu'il en a qu'une, c'est peut-être pour ça qu'il est si bas dans le classement, je sais pas, moi je vous propose, j'essaie de trouver des pistes, oui. Numéro 8, Rémi nous dit « Le coup de marteau que Kaori colle régulièrement dans la gueule de Ryo Saeba est légendaire. Je dois admettre que je ne suis pas trop d'accord avec vous sur ce coup. Est-ce que le coup de marteau géant de Kaori sur Ryo chaque fois qu'il fait une connerie est culte? Ça ne fait aucun doute. En revanche, est-ce qu'on peut considérer ça comme une attaque, une technique? Selon moi, c'est davantage un gimmick, un running gag qu'une réelle attaque. Mais quoi qu'il en soit, on se pose tous la même question. Mais où donc planque-t-elle toutes ces massues? Faites vos théories en commentaire. Ou plutôt non, le faites pas, je vous vois venir, non. Numéro 7, Prémort. Je pense qu'on l'oublie, mais que ça compte, l'invocation du dragon blanc aux yeux bleus et même Exodia le maudit qui est devenu même avec sa 6ème carte. Bon, pour le coup, je pense que l'on peut considérer que les cartes dans Yu-Gi-Oh! Sont une forme d'attaque. Et même s'il y a beaucoup de cartes cultes, comme le Magicien des Ténèbres ou Obélisque le Tourmenteur, je serais d'accord de dire que le plus iconique de tous, c'est le Dragon Blanc aux yeux bleus. Oui, parce que les noms de cartes de Yu-Gi-Oh! Faut le dire avec une grosse voix, sinon ça marche pas. C'est la carte fétiche de Seto Kaiba, le rival de Yugi. On peut dire que c'est un peu son signature move à lui, et la carte est trop stylée. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent de Pikachu dans Pokémon. Pas pour le côté mignon, mais pour le côté évocateur. Un exemple. Si je te dis Pokémon, tu me réponds Pikachu. Ok, si je te dis cite-moi une carte Yu-Gi-Oh, tu me réponds le dragon blanc aux yeux bleus. Et ben voilà. Bon, le commentaire évoque aussi Exodia le maudit. C'est culte, je suis d'accord, mais est-ce que c'est aussi évocateur que le dragon blanc aux yeux bleus? Je suis pas sûr. Je crois que dans le manga, il le sort à peine 2 fois, je crois. Alors que le dragon blanc aux yeux bleus, c'est l'attaque de Kaiba fétiche, quoi, quand même. Oui. Numéro 6, Alzil nous dit le Zawarudo purement incroyable. Alors là, je dis oui, je dis un grand oui. C'est sûr et certain que si j'avais dû faire le classement moi-même, j'aurais forcément mis le Zawardo de Dio Brando, le méchant of all time de Jojo Bizarre Adventure. C'est obligatoire, oui. Pourquoi c'est iconique? Déjà parce que Dio lui-même est iconique. Ensuite, son stand lui permet de stopper le temps. C'est un pouvoir de ouf. Et enfin, et je dirais même surtout, c'est la façon qu'a Dio de hurler le nom de son attaque. Que ce soit dans la version des années 90 ou dans la version de David Production plus récente, le Zawardo est à la fois over the top, puissant et élégant. Putain, mais rien que de le dire, tu te sens puissant en fait. En vrai, le Zawardo, je le fais très mal, de Dio. C'est le truc iconique, évocateur de Jojo Bizarre Adventure. T'as ça et t'as le... Je le fais très mal aussi, mais t'as capté, oui.
Numéro 5, Mehdi Roland nous dit les météores de Pégase / Pegasus Ryuseiken. On peut ne pas aimer Saint Seiya, trouver ça naze ou même ringard, mais je pense sincèrement qu'aucun fan de manga ou d'anime sur Terre oserait prétendre que le Pegasus Ryuseiken, les météores de Pégase dans la langue de Bernard Minet, n'est pas une des attaques les plus cultes de tous les temps. Elle a très clairement sa place au panthéon des attaques. Oui. Pourquoi? Déjà parce que le Pegasus Ryuseiken, c'est une gestuelle, et ça c'est super important pour être iconique. Si tu ne traces pas la constellation de Pégase avec tes mains avant d'envoyer ton attaque, c'est de la merde. C'est culte aussi parce qu'il sort cette attaque 25 fois par combat et que ça blesse son adversaire qu'à la 25e fois. Ça c'est stylé. Si tu penses Saint Seiya, tu penses les météores de Pégase. Si tu penses aux météores de Pégase, tu penses à Pegasus Fantasy, le meilleur opening de tous les temps. Si tu penses opening de fou, tu penses à Bernard Minet, tu penses au Club Dorothée, tu penses à une époque où tout était plus simple, tu penses au bon vieux temps. Et ça c'est beau. Ouais. Numéro 4, Palata Zimbo nous dit Kakashi, technique ancestrale de Taijutsu, 1000 ans de souffrance. Bon, ce choix a l'air d'être trollesque, mais l'est-il vraiment? La technique des 1000 ans de souffrance, ou Seinen Goroshi, est une technique qui consiste à former un seau avec ses doigts et à l'envoyer très fort dans le cul de son adversaire, le faisant bondir dans les airs sous la douleur. Elle est utilisée dans le manga Naruto pour la première fois par Kakashi attaqué lors du premier entraînement de l'équipe 7, et c'est Naruto qui en fait les frais. C'était censé être la toute première attaque sérieuse de Kakashi Sensei, et au final ça se termine avec un doigt dans le cul. Très bon gag, on a bien rigolé, oui. Plus tard, Naruto tentera à plusieurs reprises de tenter cette technique en combat réel, notamment face à Gaara en forme Tanuki à la fin de l'arc de l'examen Chunin, mais sans succès. C'est un running gag de l'univers de Naruto, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'attaque? Ah, je suis pas sûr, est-ce qu'on peut même parler de signature move de Kakashi? En vrai, si je dois citer des attaques de Kakashi, j'en ai plein d'autres qui mériteraient de passer largement avant et qui définiraient beaucoup mieux le personnage et sa façon de se battre. Donc pour moi, c'est culte aussi, encore une fois, parce que c'est très évocateur. Que les 1000 ans de souffrance aient marqué les esprits, incontestablement. Est-ce que c'est devenu si emblématique que ça? Là, je suis pas sûr. Numéro 3, c'est le retour d'Auguste qui nous dit cette fois « Le Rasengan est célèbre ». Et tu as raison, jeune mongolien, le Rasengan est en effet une attaque très célèbre. Mais pour être une attaque culte, iconique, la célébrité ne suffit pas, il faut plus que ça. Une attaque culte, il faut que ça soit une référence culturelle à elle seule, une puissance évocatrice de dingue. Et je pense qu'à bien des égards, le Rasengan en est une. Déjà, c'est plus ou moins le Kamehameha de l'univers de Naruto. Du chakra brut concentré en un point qui tourne, inventé par un maître légendaire, transmis à très peu de gens et très difficile à maîtriser. T'enlèves le côté tourbillon, t'as le Kamehameha, ta gueule, discute pas, si. Quoi, il le jette comme ça, le mec, à un moment donné, même quand il le prépare, il fait ça. Faut arrêter! Le Rasengan, c'est culte, parce que c'est sacrément stylé ce tourbillon d'énergie qui explose, et on voit vindinguer l'adversaire avec violence. On se souvient tous du Rasengan contre Kabuto, on a tous pété un câble tellement c'était stylé. C'est une technique que Naruto a maîtrisée dans la douleur, en devant se surpasser. Il y a une histoire derrière cette technique, et c'est quand même la technique inventée par son daron. Ensuite, le Rasengan, c'est aussi une gestuelle caractéristique. Si je te fais ce geste-là, bah t'as capté! Oui, ça ressemble au Kamehameha, oui, mais en vrai, c'est le Rasengan. Bah oui. Bon, sinon, personnellement, si je devais donner un signature move à Naruto, je sortirais plutôt le Kage Bunshin, le multiclonage, parce qu'il y a une gestuelle ultra simple aussi, et très évocatrice, celle avec laquelle il a le plus d'histoire. Mais je comprends quand même qu'on lui préfère le Rasengan, parce que c'est beaucoup plus pyrotechnique, c'est plus stylé à regarder, oui. Numéro 2, Johan Silo nous dit l'attaque éclair de Pikachu. Ah, me regardez pas comme ça, hein. C'est vous qui avez voté. Alors, je pense que personne ne contestera que l'attaque éclair de Pikachu est sans aucun doute l'attaque la plus culte de Pokémon. Ce bâtard la sort au moins une fois par épisode depuis 30 piges, mais de là à la considérer comme parmi les attaques les plus cultes, Est-ce qu'on serait pas en train de perdre tout sens commun? Je vous pose la question, monsieur. Oui. Bon, blague à part. Pokémon, c'est tellement connu dans le monde mainstream que j'ai tendance à oublier que ça fait partie du monde du manga et de l'animation japonaise. Au risque de faire mal aux oreilles de beaucoup de monde, Pokémon est peut-être l'animé le plus connu au monde. C'est sûr et certain que c'est plus connu que Dragon Ball Z. C'est plus connu que One Piece et de très loin. En termes de mascotte et d'icône pop culturelle, Pikachu peut s'asseoir à la table de Mickey et de Super Mario. Du coup, est-ce si déconnant que l'attaque éclair de Pikachu soit une des attaques les plus cultes? Bon, en fait, c'est pas si déconnant quand on y réfléchit. Ouais.
Et enfin le numéro 1, les Noob alors meilleurs qui nous dit le Kamehameha est certainement la plus connue et iconique. Non mais là, est-ce qu'il y avait réellement un suspense en vrai? En vrai! Bon, je vais quand même pas vous faire l'affront de vous présenter ce qu'est le Kamehameha. A priori, si tu suis cette chaîne, bah tu sais ce que c'est, forcément. Mais pourquoi est-ce une attaque aussi iconique? Pourquoi ce serait même l'attaque la plus iconique et culte de tous les temps? Eh ben pour moi, il y a au moins 4 raisons à ça. Oui. La première, le nom. Kamehameha. Tu peux le dire dans toutes les langues de la Terre, ça fonctionne. C'est un peu farfelu et c'est hyper facile à retenir et à prononcer. Numéro 2, il y a la gestuelle qui est iconique et super simple. Si je te fais ce geste-là devant toi, tu vas tout de suite capter que je fais une référence au Kamehameha. Bon, peut-être que tu penseras au Hadoken, la version Eco Plus, si t'es un gamer, mais 99% des gens diront Kamehameha, c'est sûr. La troisième, c'est le côté invocatoire du Kamehameha. Goku ne se contente pas de gueuler son attaque, il l'invoque. Il y a comme un rituel, il y a un rythme, comme une chanson, un rythme qui reste en tête. Mais si le rythme est pas respecté, ça devient chelou. Exemple, Kamehameha! Tu vois, ça sonne pas bien, ça marche pas, c'est dégueulasse. Kamehameha! Voilà, j'ai l'air d'un con, mais le rythme est respecté. Et enfin, le dernier point, c'est que l'attaque du Kamehameha, c'est l'une des rares attaques d'anime et de manga qui a largement dépassé le cadre du manga. C'est-à-dire que même si tu n'as jamais vu Dragon Ball, même si tu n'as jamais vu un épisode, lu un manga, tu sais ce que c'est le Kamehameha de Goku. Tu te dis sûrement Son Goku est super guerrier derrière, mais tu sais quand même d'où ça vient. Et ça, c'est super balèze. Le Kamehameha, tout le monde sait que ça vient de Goku et de Dragon Ball Z. C'est comme dire que Clark Kent, c'est Superman. C'est indissociable, tout le monde le sait, même si t'as jamais vu un film Superman ni ouvert un comics, tu le sais. C'est réussi à passer dans le patrimoine culturel mondial. Un peu comme l'attaque éclair de Pikachu d'ailleurs qu'on a vu plus tôt. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une attaque méga iconique. Et pour l'instant, je suis désolé, mais le Rasengan, quand t'es pas fan de manga, tu sais pas ce que c'est. Le Gomu Gomu machin, t'es pas fan de manga, tu sais pas ce que c'est. Mais le Kamehameha, même des vieux, ils savent ce que c'est. Même des petits-enfants savent ce que c'est. C'est ça qui est beau avec le Kamehameha. Voilà, oui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu interactive avec la commu. On vous a proposé des questions, vous avez répondu, et puis on en a reparlé, on a commenté un peu tout ce que vous avez pensé sur le thème des attaques iconiques de manga et d'anime. Si ça vous a plu, dites-le nous en commentaire, proposez vos propres tops en commentaire aussi. N'hésitez pas même à nous proposer des futurs thèmes pour retenter ce format-là, si ça vous a plu. Voilà, merci d'avoir regardé et que la passion vous guide. Et n'oubliez pas que le Spatule Jump numéro 1 est toujours en précommande sur Ulule, le lien est dans la description. Merci de votre soutien pour la création manga française. Oui, et indépendante. Oui.